Mais on démarre donc avec François Candelon. Bonjour François. Bonjour. Directeur associé senior au BCG. Vous avez pondu un rapport de plusieurs dizaines de pages. Il fallait bien ça quand même pour cette industrie. Mais ça a été pour le coup une révélation. Voilà. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, ce qui se joue, alors pas pour vous évidemment, mais ce qui se joue là depuis combien de temps maintenant? 3 mois à peu près, autour de cette pénurie de semi-conducteurs, a été une révélation. Alors pas seulement pour nous. Moi j'ai été très frappé des déclarations de Carlos Tavares, qui parle souvent avec une grande franchise, Carlos Tavares, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nos équipementiers là, ils n'étaient pas au courant de ce qui allait arriver? Et ils ne nous ont pas prévenus. Et s'ils n'étaient pas au courant, il dit en gros de 2 choses l'une. S'ils n'étaient pas au courant, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et s'ils ne nous ont pas prévenus, alors il va falloir régler des comptes. Enfin, très énervé en fait par cette situation. Oui, je comprends, mais je pense que c'était assez difficile quand même pour les équipementiers de tout prévoir. Parce qu'il y a 3 éléments qui font qu'on se retrouve dans cette pénurie. Vous avez d'abord, avec la pandémie, l'explosion de l'utilisation des produits électroniques. Ça a augmenté, il y a eu des croissances très significatives, premièrement. Deuxième point, vous avez aussi un marché, et ça ils auraient pu le prévoir, qui était l'évolution de l'utilisation des semi-conducteurs encore davantage dans le B2B. Parce qu'il est clair que les semi-conducteurs, c'est la décennie qui vient. C'est tout ce qui est autour de l'IA, tout ce qui est autour de la 5G, tout ce qui est autour de l'Internet des objets, etc. Donc, c'est quand même très important et j'y reviendrai, ça a eu un impact parce que c'est pas parce qu'on a cette croissance qu'immédiatement vous avez les usines qui... Évidemment. Mais la troisième chose qui était peut-être plus difficile à prévoir, c'est qu'en ayant la difficulté géostratégique entre les États-Unis et la Chine, les Chinois vont, et ce qu'ils sont probablement en train de faire des stocks de semi-conducteurs parce qu'ils ont peur que les États-Unis les empêchent de développer et de déployer leur réseau 5G. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Parce que c'était bien l'intention des États-Unis, on est d'accord. Ils peuvent voir. De toute façon, les États-Unis ont tout fait pour que les Chinois restent à peu près 2 générations en retard par rapport à ce qui se fait de mieux. Oui, mais ça s'est concentré sur Huawei et sur... Alors, vous en avez forcément eu les échos. Pas uniquement Huawei. Je discutais, alors je ne vais pas citer, peu importe, acheteurs de l'industrie des télécoms. 6 mois avant que se déclenche cette affaire, et il me disait Huawei est en train d'assécher le marché des composants. Il parlait de tous les composants à ce moment-là, justement parce que Huawei savait très bien qu'ils allaient être sous de multiples formes d'embargo de la part des États-Unis. Il y avait quand même des signes avant-coureurs, des signaux d'alerte. Alors, il peut y avoir des signaux d'alerte, mais enfin... Qui auraient pu alerter l'industrie. Je voulais juste rappeler que, encore une fois, c'est une industrie qui est extrêmement capitalistique. Extrêmement concentrée. Extrêmement concentrée. Le capitalistique, je voudrais juste en parler une seconde, parce que c'est une industrie qui investit 22% de son chiffre d'affaires dans la R&D tous les ans. Ils investissent davantage dans la R&D que les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Et en même temps, ils investissent 26% de leur chiffre d'affaires encore dans la construction d'usines, etc. De sites de production. Donc quand vous avez ça, c'est extrêmement difficile. Et la recherche et la production. Et c'est la seule industrie que je connaisse qui ait ces 2 piliers qui soient à des niveaux aussi élevés. Est-ce que ce n'est pas le point ultime et finalement le plus beau symbole d'un point de mondialisation qui a été trop loin, en fait? Alors, vous pouvez dire qu'il a été trop loin ou au contraire, vous pouvez dire que cette mondialisation montre comment elle fonctionne. Parce que si vous n'avez pas cette mondialisation, il manque 1 000 milliards de dollars d'investissement dans l'ensemble du monde. 1 000 milliards de dollars. Alors, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir une chaîne qui est pensée de manière mondiale, globale, pour justement permettre... Parce que ce que j'adore, c'est qu'on découvre des acronymes. C'est-à-dire TSMC, ASML, ARM, etc. Autant de boîtes, mais totalement obscures, que personne ne connaissait encore il y a 6 mois, à part vous et puis l'ensemble du secteur. Il y en a d'autres. Mais TSMC, par exemple, le leader mondial, le taïwanais, il contrôle quoi, lui tout seul? 20, 30, 40% du marché aujourd'hui? Alors, il contrôle une grande partie du marché. Ce qui est intéressant, c'est que sur la production, il contrôle 92% de la production des semi-conducteurs qui sont les plus avancés. Les plus avancés qui sont en dessous de 7 nanomètres. Je suis d'accord, mais... Sujet, là. Mais il y a un sujet, mais c'est un sujet, justement. Elle a été pensée de manière mondiale pour que tout le monde se tienne par la barbichette.
Donc vous avez à la fois les Américains qui sont quand même extrêmement forts sur tout l'amont de la chaîne, et ce sont eux qui ont décidé de faire ce concept de fabless. L'amont de la chaîne, ça veut dire la conception des puces ça veut les dire plus avancées. Tout ce qui est la propriété intellectuelle. Donc là, vous avez ARM qui est anglais, mais qui va passer sous pavillon américain Avec Nvidia. Voilà, exactement. Vous avez donc ça. Vous avez tout ce qui est la conception les logiciels de conception avancée. Vous avez donc ce qu'on appelle l'IDA. Vous avez tout ça. Donc ils sont là-dessus. Ils sont aussi sur les équipements. Là, l'Europe a, avec ASML, un acteur de premier plan. Alors ASML, c'est celui qui fait les machines, les machines-outils qui permettent de faire aux fonderies de graver et de faire en sorte que vous avez sur ces petites gaufrettes. C'est un Hollandais, c'est ça? C'est un Hollandais. C'est un Hollandais. Ouais, d'accord. Oui, mais enfin, à l'arrivée, il y a une si petite... d'accord, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire, vous avez des acteurs critiques qui sont à peu près sur tous les continents. Qui sont à peu près sur tous les continents. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de points où vous avez j'avais fait le compte, il y a plus de 50 points sur cette chaîne de valeur où vous avez une concentration régionale qui est à plus de 65%. Mais encore une fois, et comme je le disais, ici, vous voulez une autonomie ou une indépendance, une autosuffisance, vous allez avoir 1000 milliards à mettre sur la table et les prix des semi-conducteurs vont augmenter de 30 à 60%. Donc on oublie ça, c'est-à-dire c'est la conclusion d'ailleurs de votre rapport, c'est laisser tomber. La conclusion de notre rapport, c'est il faut arriver à une certaine taille, à une taille critique pour pouvoir tenir aussi par la barbichette les autres et faire en sorte qu'il y ait une alliance et que tout le monde s'y retrouve. On a, alors, ST Micro pour le coup quand même. ST Micro. On a un acteur de poids. Infineon, NXP. Je parle évidemment sous votre contrôle. ST Micro, en fait, volontaire ou involontaire, s'est concentré sur, alors on va parler de gros semi-conducteurs, évidemment, on voit de quoi on parle. Je crois que c'est de plus de 20 nanomètres. Oui, alors ils sont aussi pas mal dans les plus de 14. Dans les plus de 14, oui, enfin voilà, c'est ça. C'est ce finalement dont on a le moins besoin, c'est ça le problème? Alors oui et non, parce que vous avez tout un ensemble d'industries, et notamment tout ce qui est au niveau des capteurs dans l'Internet des objets, où ces semi-conducteurs sont suffisants. Tout ce que vous faites dans l'automobile, parce qu'il faut bien voir que on a des acteurs qui sont des acteurs de poids, mais qui ne sont pas des acteurs de tout premier rang, et je m'excuse pour eux parce qu'ils font des efforts extraordinaires par rapport au TSMC dont on parlait. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, regardons les entreprises européennes qui ont besoin de semi-conducteurs. Reconnaissons que les Nokia, les Ericsson, qui auraient eu besoin peut-être de semi-conducteurs plus avancés s'ils avaient réussi, en fait, cette manne a été asséchée. Et donc, ils sont retournés à juste titre vers l'automobile, dont on parlait, vous parliez tout à l'heure. On a sur le continent européen une industrie automobile, fournissons cette industrie automobile, on n'a pas d'industrie électronique, laissons tomber l'électronique. En tout cas, essayons d'aller là où on a un marché qui est plus fort. Aujourd'hui, là, Thierry Breton nous promet 20, 30 milliards, les chiffres changent tous les jours d'ailleurs. Un grand patron m'avait dit un jour, méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Il faut toujours retenir ça quand on regarde l'actualité économique. Méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire, même à moyenne échéance, enfin j'en sais rien, à 3-5 ans, on ne peut pas faire grand-chose, nous, ici. Alors, mais de toute façon, moi je pense que Thierry Breton a totalement raison de prendre le sujet à bras-le-corps. D'accord. Parce que c'est un sujet absolument critique et je suis très heureux de voir qu'il essaie de prendre ces sujets-là les uns après les autres en essayant de faire regagner à l'Europe certains éléments de souveraineté qui sont indispensables dans la discussion. Et vous pouvez avoir le même sujet sur l'espace et autres. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 à 30 milliards? Alors, il a parlé d'investissements publics de l'ordre de 8 milliards. Il est absolument indispensable que l'on mette autour de la table en Europe les pouvoirs publics, les entreprises du secteur de la filière et les utilisateurs, si on veut réussir à pouvoir en fait avoir une certaine taille qui va nous permettre de rentrer dans des alliances encore plus fortes avec les autres acteurs. Peut-être qu'il faudra y être assez fort pour pouvoir dire à TSMC, faites comme vous avez fait dans l'Arizona, investissez et créez une fonderie chez nous. Comment ils ont fait? Ah oui, c'est ça. Dans l'Arizona, TSMC... ils investissent 12 milliards. 12 milliards pour faire une parce qu'ils avaient le flingue de Trump sur la tête, en fait, j'imagine. Écoutez,
mais en plus, peut-être... rappelons-le, taïwanais, hein, donc sous la protection militaire américaine en plus. Je hein. ne dis pas le contraire, mais je pense que Thierry Breton a raison de vouloir faire en sorte, sans mettre le flingue sur la flingue tempe, de Thierry Breton est moins impressionnant que celui de... Ouais, mais enfin, On peut il pas peut lui quand manquer même de avoir respect. de l'impact. Vous savez, on représente quand même plus de 20% du marché des semi-conducteurs, ça. donc c'est pas rien. Mais François, j'ai l'impression, c'est passionnant ce que vous racontez, mais il en est en fait de ces semi-conducteurs comme des batteries. C'est-à-dire qu'on est en train de démarrer des courses que les autres mènent déjà depuis une décennie. Certes, ce qui est dommage, c'est de voir où nous en étions au début des années 2000 et où nous en sommes aujourd'hui. Vous savez, juste parce que en début de la semaine, là, on racontait Elon Musk, biographie d'Elon Musk. La première entreprise créée par Elon Musk en 1995 dans la Silicon Valley, en fait, c'est les pages jaunes. C'est-à-dire qu'en 95, quand vous étiez le plus innovant des entrepreneurs dans la Silicon Valley, vous inventiez un truc que nous, on avait déjà sur le Minitel. Il faut se souvenir de ça. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Non, Voilà. et puis comment est-ce qu'on a raté un nombre de virages de dingue. On a raté beaucoup. Maintenant, on a besoin, enfin, les 20 à 30 milliards, c'est un minimum. Puisque aujourd'hui, chacun des leaders investit au moins 20 milliards par an. Et ils le font depuis des années. Et ils vont vite, ils vont plus vite que nous. Ils vont vite. Et donc, ça n'est pas qu'une question. Et la raison pour laquelle je faisais allusion à TSMC, c'est que pour nous, pour essayer de revenir dans la course, comme le disait Thierry Breton, peut-être d'essayer d'éviter de rester mais d'essayer de passer à la génération suivante. Hein. Il parlait de 3 nanomètres, etc. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Parce que si ça a été uniquement une question d'argent, les Chinois y seraient déjà. Ouais. C'est une question de compétence. C'est un petit peu comme à la Renaissance, les gens qui savaient faire, les Italiens qui savaient faire des miroirs. Ouais. Bon, eh ben, on pouvait mettre du fric, c'était pas obligatoirement suffisant. Ouais. Donc on va avoir besoin aussi d'attirer des talents probablement taïwanais, d'essayer de travailler peut-être avec TSMC pour pouvoir justement avoir cette capacité à passer à l'étape supérieure. Ça, c'est intéressant. Quand IBM annonce... voilà, qu'ils ont gravé 2 nanomètres. 2 nanomètres. C'est pas mal, hein? Ouais, mais je lis tout de suite à droite à gauche, c'est un prototype, c'est pas demain la veille. Ils ont voulu... En fait, c'est presque aussi du marketing de l'annonce pour, dans tout ce qu'on raconte en ce moment, IBM a besoin de dire « Oh, attendez, nous oubliez pas, on est là !» Alors, je pense que c'est un peu plus important que ça, parce que d'abord, oui, c'est pas pour tout de suite, c'est vrai, c'est un prototype, mais on parle, ça sera probablement produit aux alentours de 2024 et réservé aux applications qui en ont le plus besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose qui n'avait pas été fait. Et il y a des gens qui disent la loi de Moore, qui est cette loi où on dit que tous les 18 mois, on double la capacité de calcul sur des semi-conducteurs. Alors là, c'est la capacité de calcul ou la réduction de la dépense énergétique de ces semi-conducteurs. Il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, mais la loi de Moore, elle arrive à un niveau, maintenant, on ne va pas pouvoir avancer autant. » Mais là, ils nous disent « En fait, non, on continue à progresser. » Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Parce que n'oublions pas, nous en avons besoin pour la décennie qui vient. Les promesses de la plupart des entreprises, tout est connecté. Tout va être connecté demain. Vous avez raison. Donc, on a vraiment besoin de ça. Et ce que vous avez prononcé, la phrase qu'on a, la consommation énergétique, c'est-à-dire derrière tout ça, c'est aussi faire en sorte que l'ensemble de l'électronique du monde consomme de moins en moins d'énergie. De moins en moins. Voilà, et ça aussi, c'est un enjeu important. On a une idée, juste pour terminer, de combien ça peut coûter. Je me souviens qu'au début de cette crise, j'avais vu un chiffre de Bloomberg, 60 milliards de dollars, ça pourrait coûter à l'industrie automobile, qui est aujourd'hui très fortement impactée. Regardez, ça prend par exemple tout ce qui a été fermé comme usine. Oui, on a des chaînes à l'arrêt, mais c'est-à-dire qu'à un moment, des chaînes à l'arrêt. Je vois parce que je travaille pas mal en Chine, hein, où j'ai passé les 7 dernières années. Et bien, la production automobile a baissé de 5 points au cours du premier trimestre. C'est ça. Donc, c'est beaucoup. Ça représente du pognon. C'est beaucoup. Oui, ça représente du pognon. Mais c'est très peu par rapport aux dépenses. Enfin, on évalue les dépenses pour les investissements dans les semi-conducteurs, comme je disais, R&D et capacité de production sur la décennie qui vient à 3 000 milliards pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des industries. Mais François, vous nous dites ça, et donc là, ok, et vous nous dites, c'est bien 20 à 30 milliards de dollars, non, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Là, on n'est pas dans l'ordre de grandeur, mais c'est pour ça qu'il va falloir se focaliser. Mais en tout état de cause, oui, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, 20 à 30 milliards, c'est le minimum. Ah oui, minimum. Et on peut s'appuyer sur ST Micro, on peut s'appuyer sur... oui, il faut s'appuyer, voilà, absolument. Ce sont des boîtes solides, quoi. Ce sont des boîtes très solides. Qui ont des boîtes très solides.
Bon, bah et puis c'est chez nous quand même, c'est la vallée de Grenoble, voilà, il y a une, Absolument. il y a une silicone au sens propre vallée du côté de Grenoble, où il y a là des compétences importantes, enfin je parle sous votre contrôle, toujours. Absolument, Voilà. il y a toujours des compétences importantes, Toujours mais je voudrais juste rajouter par rapport à ça, enfin vous avez dit oui, et puis c'est chez nous, etc. Notre souveraineté, elle passe par l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que les uns et les autres, nous soyons capables de dire, ok, c'est peut-être pas dans notre pays, dans notre État, mais c'est en Europe et in fine, c'est plus important. Bon, on n'a plus le temps parce que c'est un débat passionnant, c'est une question. Oui, François, vous avez raison. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pragmatique en fait. Eh bien alors, Vous à ce regardez moment-là, la façon dont, à ce moment-là, on est foutu. Nous échouerons tout seuls Ouais, ou nous aurons peut-être une chance de réussir ensemble. Magnifique conclusion. François Candelon, directeur associé senior au BCG, notre invité sur Bismart.